Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est le retour de ce week-end en forme. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Écoutez, très bien. On est très content d'être là pour une nouvelle semaine avec vous au 0826 300 300. On espère que vous avez passé un très bon week-end. On a bien pensé avec Philippe David. On s'est envoyé encore plein de textos de gens qui disent tellement de bêtises sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais parce que nous n'en disons jamais. Jamais. Sinon, ça saurait. Franchement. Non, mais c'est vrai. Sinon la dictature nous aurait fermé le robinet. Enfin, vous le savez quand même, Philippe. Absolument. Quoi qu'il en soit, merci en tout cas de votre fidélité. Allez, le grand débat du jour à 17h30. Oui, il y a un grand remplacement annoncé Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Le leader insoumis s'est donc réjoui de ce qu'il appelle la créolisation de la France. Alors parlons vrai. Est-ce que ces propos valide la thèse du grand remplacement de Renaud Camus? Et à la question, l'utilisation du terme grand remplacement par Mélenchon est-elle une provocation? Vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et puis à 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Les dés sont jetés. Le 49.3 arrive visiblement. François Bayrou a engagé cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur le budget. Les motions de censure seront examinées mercredi par le Bureau national du PS qui décide de ne pas censurer le gouvernement. Alors parlons vrai, avec 2,49,3 pour le prix d'un, Bayrou tente-t-il un coup de poker? Et à cette question, souhaitez-vous que le gouvernement soit censuré? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir sans aucune censure? C'est le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix du lundi jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Je suis d'autant plus heureux d'être là que je croyais avoir perdu mon portable. Ben non. Et il n'est pas perdu, il est seulement oublié. Et voilà, il est seulement oublié, mais exactement ce portable. Comme quoi, vous perdez un portable et tout est dépeuplé. Hein. Bravo Cécile. Ouais, c'est vrai. Un peu de poésie ne fait pas de mal. Françoise de Gaulle est avec nous. Ça va ma Françoise? Et vous ma petite? Écoutez, ça va. Tout va On bien. porte la même ceinture, j'ai envie de dire. C'est pas une ceinture de chasteté, mais ça y ressemble quand même. Ça s'appelle une ceinture lombaire. Hein, parce que toutes les deux, on a un lumbago. Alors on a le droit de tout dire à tout le monde. C'est un lumbago au carré. Est-ce un handicap dans l'expression des opinions? Non, pas du tout. C'est ça qui vous ennuie. Et je voudrais saluer quand même le costard 3 pièces de Jean-Michel Fauvergue. Il est trop chic. Il a habillé comme ça. Je l'ai rencontré vendredi. Je vous dis toute l'histoire dans un resto, où je prenais le petit déjeuner. Il est arrivé. Évidemment, pour nous, il met toujours des cols roulés. Mais là, il était en costume 3 pièces. Je lui dis non, mais franchement, tu es beau comme un camion. Et il s'est habillé comme ça. Et dire que j'ai mis un col roulé pour ressembler à Jean-Michel Fauvergue. C'est comme dans le film avec Clint Eastwood, il faut téléphoner avant. Ce qui me navre, Jean-Michel Fauvergue, d'abord bonjour. Ce qui me navre, c'est que j'ai l'impression que c'est pas pour nous en fait. C'est ça qui me... Si. Aujourd'hui, je l'ai mis pour vous. Si, il a dit vraiment, je le fais pour Cécile. Il m'a dit le charme de Cécile mérite. Il l'a dit Cécile. Vendredi, il m'a dit, je te promets, je le mettrai pour Cécile. Ah ouais. Vraiment. Levez la main droite et dit je jure. Alors là, vraiment. En règle générale, j'ai beaucoup de défauts, mais je dis pas que je mens pas. C'est pas bon. Non, jamais. Alors moi, j'aime beaucoup la façon dont vous commencez l'émission en vous congratulant pendant 5 minutes. C'est pas mal. Qui va le faire? Qui va le faire si c'est pas nous qui le faisons nous-mêmes? On serait prêt à le faire. Non mais parce que vous diriez des choses alors que nous on le pense. Oui, voilà. Peut-être moins. C'est de la flatterie, alors que là c'est la vérité. Stéphane. Flattez-moi. Il y en aurait un sur deux de monté. Bienvenue Stéphane, on est en retard, on est ravis de vous accueillir. Comment ça va Stéphane? Écoutez, bonjour à tous, ça va très bien. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et un coup de cœur sur la victoire de Christelle Niasme contre Louis Bolliard à Villeneuve-Saint-Georges, selon vous? Oui, voilà, donc mon coup de cœur est pour Madame Niasme, qui a remporté dimanche les élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges, l'une des villes les plus pauvres du Val-de-Marne, il faut le rappeler. Et elle a réussi à battre le candidat LFI, Monsieur Boyard, dans une triangulaire dans laquelle elle a en fait obtenu 49% des voix exprimées. Ça montre une progression très forte entre les deux tours. Et ce résultat montre bien aussi que malgré une situation économique difficile et l'existence de quartiers populaires dans cette ville de 36 000 habitants, bien les électeurs de cette ville ont eu la conscience d'esprit de ne pas confier leur ville à LFI, mais une femme courageuse et déjà largement investie dans sa commune au service de tous, à l'inverse de M. Boyard qui était en fait parachuté là en raison du score de 61% de ce parti aux dernières élections législatives. Donc pour moi c'est un signe fort
qui montre aussi que lorsque le cordon sanitaire se met en place autour de ce parti, ça fonctionne. Donc voilà, moi c'était la bonne nouvelle du dimanche en ce qui me concerne. Je vais tout vous dire. Hier soir, j'avais un dîner. À partir de 22h30, j'ai quitté sans arrêt la table. Et puis j'ai appris la bonne nouvelle. On a intérêt à pas se tromper sur la première lettre de la candidate victorieuse. Hein. Mais n'empêche, j'ai été ravi malgré le maintien scandaleux du maire sortant. Françoise, il a tweeté en disant que pour lui, ça n'était pas une défaite. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu hier, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, la victoire, la défaite n'est pas une victoire, c'est même une victoire d'ailleurs. Hein, quand vous les écoutez, le blog de Jean-Luc Mélenchon est délirant en la matière. Moi, je ne me réjouis pas de la victoire de Christiane Nias, mais je me réjouis tellement de la défaite de Louis Boyard, c'est pas pareil. Je crois que rarement, mais je vous le dis, hein, parce que j'étais en boucle à partir de 20h avec tout un tas de copains et d'amis, vraiment. Je crois que rarement, mais rarement, la défaite d'un candidat de gauche n'a tellement soulagé une partie de la gauche. C'est-à-dire que vraiment, Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon explique qu'il a amélioré le score. C'est une honte. Louis Boyard était la seule liste de gauche. Il était dans une configuration absolument parfaite pour pouvoir remporter avec 2 listes à droite. C'est ce que vous disiez avec le maintien de Gaudin. Eh bien, il a échoué. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un effet repoussoir LFI. C'est ça ce que ça a montré. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors on va espérer que c'est une première pour d'autres votes et scrutins ultérieurs. Oui, c'est une belle défaite parce que il a augmenté son score que un peu moins de 10 points, je crois. Puis il n'a pas fait le plein des voix à gauche du tout. Il n'a pas du tout fait le plein des voix à gauche. Non. Et la droite, effectivement, soulignons-le, malgré les deux listes, la candidate a fait le plein des voix de droite. Et les centristes aussi, qui sont reportés sur elle. C'est de bon augure, il faut que ça continue. Je crois qu'il y a un ras-le-bol de LFI. Oui, c'est pas la première fois. Hein. Ça fait 3 défaites européennes, Grenoble, législative et maintenant municipale. Chaque fois que LFI se compte tout seul, LFI est balayé. Oui. C'est un signe. Merci beaucoup Stéphane, vous restez avec nous. Il avait envoyé des cartons d'invitation, donc j'annule Philippe Bilger, pour y aller, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Stéphane, bien entendu. Merci Stéphane, vous restez avec nous, vous êtes notre, bien sûr, pour le débat et pour le qui c'est qui l'a dit. Je ne sais pas lequel est le plus important, moi j'ai bien une petite idée. Bougez pas, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Il n'y a plus d'immunité pour les avocats. Très bien, on en parle dans un instant, on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite une bonne fête de lundi, et on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur les applis. Et c'est important de le dire. Et si vous regardez un petit peu partout, là, autour de l'Île-de-France, dans pas mal de villes, vous allez voir des photos des animateurs de Sud Radio. Absolument, notamment dans les abribus. J'ai vu un Patrick Roger. Moi, j'ai vu Patrick Roger. Oui. Ah bah d'accord. Je l'ai embrassé comme ça, je lui ai fait des bisous. Parce que ce Patrick Roger, c'est notre directeur général. Donc c'est normal, c'est le chef. Je me suis serrée contre lui, comme ça je lui ai fait des bisous. J'ai toujours pas reçu d'augmentation. Ça va être intéressant de voir les caméras de vidéosurveillance. Des abribus. Abribus avec Dominibus. Oui. Il y a un lien. Bien entendu, bien sûr. Adore. Elle a mal au dos, mais elle est en forme. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Une actualité bien fournie encore aujourd'hui. Bah oui, on va parler du gouvernement Bayrou qui sort le 49.3 pour faire passer le budget. Le PS se prononce contre la censure. On va parler aussi des dirigeants européens qui promettent à Trump une riposte ferme de l'Europe sur les mesures protectionnistes. Et puis de Martin Fourcade, il renonce à diriger le comité d'organisation des JO d'hiver de 2030 en évoquant des désaccords importants au sein de cette organisation des JO d'hiver. En 3 mots, responsabilité, riposte et COJO. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, il n'y a plus d'immunité pour les avocats. Oui, on fait partie d'un sentiment qui existe depuis longtemps. Longtemps, les avocats avaient une cote d'amour infiniment plus considérable que celle des magistrats dans l'opinion publique. On pouvait trouver ça surprenant, mais ça existait. Et puis, peu à peu, j'ai noté, notamment à partir de la dénonciation des
des procureurs de Marseille et des policiers. Ensuite, dans la dénonciation qu'on a faite des pratiques de certains d'entre eux dans l'exploitation du droit des étrangers. Par conséquent, il me semble que les pratiques de certains avocats, j'insiste, en matière pénale, commencent à être vigoureusement mises en cause. Il ne suffit plus de se dire avocat pour bénéficier d'une aura de principe. Et moi, je trouve ça très bien. Et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on applique la même vigilance intellectuelle aux pratiques des magistrats. Mais c'est très positif que d'un coup les avocats ne semblent plus protégés par une sorte d'immunité, d'impunité de principe. Françoise Devoix. Vous pensez que c'est réel? Parce que je pense que quand même les avocats restent dans l'esprit des gens les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, quels que soient les dérapages d'un certain nombre d'entre eux, et on sait qu'il y en a. Moi, je ne sais pas si vous sentez ça, vous êtes plus à même que moi de le dire. Moi, je pense quand même que le statut d'avocat reste quand même un statut extrêmement, presque un statut de héros, parce qu'en plus de ça, il y a de très grands noms d'avocats, beaucoup moins de grands noms de magistrats et de juges en réalité. Alors il y a le juge, il y a eu des juges anti-mafia, bien sûr, oui. mais je trouve que, par exemple, en Italie, c'est l'inverse. C'est les juges qui sont des héros et pas les avocats. Mais je trouve que quand on a Badinter, par exemple, toujours en lumière, quand on a Dupond-Moretti, Acquitator, quand il est avocat, etc., je pense quand même que je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il garde une superbe inégalée, en fait. Malheureusement, moi je crois, mais sans doute là, je plaque aussi mon tempérament réactionnaire. Je pense que les plus grands avocats que j'ai connus et qui étaient des amis sont morts. Henri Leclerc et Thémines, par exemple. Thémines, Maïc, et puis Henri Leclerc. Pelletier, Leclerc, bien sûr. Et donc, je pense que cette nouvelle catégorie d'avocats n'a pas la même culture, n'a pas le même talent, n'a pas la même éloquence, et au fond, ont une conception exclusivement pragmatique, utilitaire du métier d'avocat, sans la moindre culture, et ça, je trouve ça dramatique. Jean-Michel Fauvergue. Alors, moi je note d'ailleurs que je me considère être un ami de Philippe Bilger. Il dit que tous ses amis sont morts, ça me fait un peu froid dans le dos. Non, il a dit les grands avocats. Les grands avocats. Vous avez beaucoup de dons, mais pas en Alors, la parole est à Maître Fauvergue. Je suis assez d'accord pour en ce qui concerne le niveau des avocats. Je pense qu'il a beaucoup baissé pour certains et pour la plupart, mais c'est dû au fait que aussi le métier d'avocat est de plus en plus dur et ils doivent aller chercher. Alors il y a les commis d'office, etc. Ils préparent pas souvent les dossiers parce que ça c'est un peu de l'abattage. Et là on a un niveau qui est pas bon et évidemment ça joue sur l'ensemble de la chose. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je suis assez intéressé par garder le fait que les droits de la défense ça doit être immuable et il doit y avoir une certaine nécessité à protéger celui qui défend les droits de la défense. Alors c'est vrai qu'il y a quelques pourris parmi les avocats, mais la plupart sont des bons professionnels. Je dirais pas, s'il y avait les pourris, c'est pas un problème, il y en a pas beaucoup. C'est la médiocrité ordinaire qui est la pire dans toutes les professions. Je pense que Jean-Michel, il a quand même raison, parce que je pense que c'est tellement dur, je pense qu'on produit trop d'avocats et que la réalité c'est que maintenant c'est un combat pour gagner, émerger dans ce métier, gagner de l'argent surtout. Quand vous disiez héros, vous l'écrivez comment ? Héros, H-E-R-O-S. Et pas Jean-Marc. Et pas héros. Non, c'est héros, le messager. Non, c'est pas ça. Vraiment des héros. Moi, je pense que les héros des droits de la défense, il faut les conserver. Ok, merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont responsabilité, riposte et COJO. Le gouvernement Bayrou engage sa responsabilité avec le 49.3 sur le budget 2025, mais son pronostic vital s'améliore avec cette décision du Bureau national du PS, ne pas voter la motion de censure. Si l'Europe est attaquée sur des sujets commerciaux, elle réagira, promet Emmanuel Macron à Bruxelles. Les mesures protectionnistes de Donald Trump s'invitent au sommet des dirigeants européens. Et puis Martin Fourcade ne sera pas le Tony Estanguet des JO d'hiver de 2030 dans les Alpes. Le multiple champion de biathlon jette l'éponge. Il ne sera pas candidat à la présidence du comité d'organisation, en cause des tensions avec l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Les vraies voix Sud Radio.
C'est fait, comme annoncé, François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Plus d'un mois après le début de l'année, les projets de loi de finances seront adoptés sans vote, sauf si là où les motions de censure récoltent une majorité de voix après-demain à l'Assemblée nationale. Ce scénario à la gouvernement Barnier semble s'éloigner un peu. Le Bureau national du PS a choisi une abstention sur les votes de mercredi, décision qui avait déjà été prise en milieu de journée avant même que François Bayrou ne prononce tout à l'heure ces mots attendus. Si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Alors, si les députés socialistes s'abstiennent comme souhaité par le Bureau national du PS, ça veut dire que le gouvernement ne chute pas, même dans l'hypothèse où le RN voterait la motion de censure LFI, ce qui provoquera forcément des tensions dans le nouveau Front populaire. Les Insoumis avaient prévenu que, selon eux, ne pas voter la censure reviendrait à soutenir le gouvernement. D'ailleurs, à l'instant, le président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, appelle les socialistes à ne pas respecter la consigne de leur parti. Je suis ravi tout de même, Françoise l'avait évoqué, qu'au sein du Parti socialiste, les gens d'âge mûr et d'expérience, comme je pense à François Hollande, ou en dehors Lionel Jospin, les ont portés sur la fougue de certains. Mais vraiment, je m'inscris en faux. François Hollande et Lionel Jospin n'ont rien à voir. La décision de nos censures, elle est déjà prise depuis une semaine. Ah non, mais écoutez, je sais quand même mieux oui, que mais vous. même vous me permettrez, non, dans la mesure où vous faites appel à des données extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Écoutez, mais moi je vous le dis, ne croyez pas que c'est Lionel Jospin qui embarque la décision des socialistes. Les socialistes, ils n'ont pas voté la censure une première fois. On n'a pas besoin de François Hollande pour faire tourner le groupe. Ils hésitaient, François. Non, ils n'ont jamais hésité sur la non-censure, ni la première ni la deuxième. Depuis une semaine, la non-censure, elle est à 70-30% contre le groupe. Par ailleurs, je corrige juste un petit truc. On ne s'abstient pas sur une motion de censure, Félix. On la vote ou on la vote pas. Voilà, on verra. Si 22 socialistes vont contre la transgression de la décision de groupe, la motion de censure, elle passera. Mais je ne vois en aucun cas faire ça, et ça depuis longtemps. Lionel Jospin, vous savez, j'en ai un peu marre, moi, de tous ces dinosaures, si vous voulez, qui feignent d'être les organisateurs de choses qui sont déjà... Mais vous l'aviez évoqué vous-même, François. La dernière fois, vous aviez dit qu'au sein du Parti socialiste, il y avait des tensions entre les jeunes et les vieux. Je n'ai jamais parlé de tensions générationnelles. Vous m'avez rêvé, parce que Jean-Michel Fauvergue. Elle ne passera pas, la motion de censure, elle ne passera pas si le RN ne la vote pas non plus. C'est sûr. Il faut la voter, la motion de censure, et il faut avoir la majorité pour qu'elle passe. Donc maintenant, il y a deux choses, il y a le PS et il y a le RN. Et le RN, c'est plus dans les mains du RN. Même si le RN la vote, on avance. Allez, le deuxième mot, riposte. Les dirigeants européens se réunissent avec des mesures protectionnistes de Donald Trump dans toutes les têtes. Oui, l'ordre du jour initialement, c'était de doper les dépenses militaires des États européens face à la menace russe. Mais effectivement, ces mesures protectionnistes de Donald Trump se sont invitées dans les débats. Ces droits de douane, vous savez, sur les produits canadiens, mexicains et chinois, et certainement donc bientôt européens. D'où cette idée de fermeté défendue notamment par Emmanuel Macron en arrivant à Bruxelles. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Emmanuel Macron tout à l'heure à Bruxelles. Et enfin, troisième mot, COJO, Martin Fourcade renonce à devenir président du comité d'organisation des JO d'hiver 2030. Le président Macron l'avait pourtant qualifié de Tony Estanguet de ces Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Il semblait déjà prêt pour le poste lors de l'attribution aux Alpes françaises il y a quelques mois. Un énorme plaisir aujourd'hui de voir que le travail effectué ces dernières années, ces derniers mois avec les équipes du CIO et avec les équipes des Alpes françaises a porté ses fruits. Sauf que dans un courrier, le multiple champion de biathlon annonce renoncer finalement donc à la présidence du futur comité d'organisation. Décision pour ne pas sacrifier ses convictions, dit-il, après plusieurs mois de tensions, notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et son ex-président Laurent Wauquiez. Mon ambition pour ces Jeux est claire, ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux
écologique et ancrée dans la réalité économique de notre pays, écrit Martin Fourcade, réputé pour ses convictions en matière de protection de l'environnement. Il évoque des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial. Martin Fourcade qui était en revanche soutenu par le mouvement sportif ainsi que par l'Élysée, mais c'était plus compliqué visiblement avec la région, d'où cette décision un peu surprise aujourd'hui. À chaque fois que Laurent Wauquiez est quelque part, ça grince. Alors je ne connais pas le détail de tout ça, mais je suis surpris qu'il est toujours pas partout où il y a un problème. Alors que théoriquement avec Martin Fourcade, ça glisse. Vous avez raison. Mais c'est vrai, sur la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial, j'avais beaucoup quand même. Je trouve que Philippe a tout à fait resté tout à fait juste. Partout il y a, il met la zoubia, quoi. Il sème le souk à chaque fois. Il crée un problème. C'est dingue, quand même. Oui, et ça commence à faire beaucoup, effectivement. Quand on les additionne, on s'aperçoit que le personnage est véritablement freinant sur un peu tous les sujets. Et là c'est dommage parce qu'on vient de sortir de... Et sur d'autres ministres. On vient de sortir de Jeux Olympiques magnifiques et c'est quand même dommage de commencer par des troubles. Oui, mais on a encore un peu le temps. Mais comme l'a dit Quentin dans le casque, il a dit Martin Fourcade glisse, mais il tire aussi au biathlon. Et là, a priori, il a plutôt tiré aujourd'hui. Qu'un coup d'ailleurs. Mais ça arrête. Mais merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, Mélenchon qui évoque un grand remplacement générationnel et célèbre la créolisation de la France. Alors parlons vrai. Est-ce que ces propos valident la thèse du grand remplacement de Renaud Camus? Et à cette question, l'utilisation du terme grand remplacement par Mélenchon est-elle une provocation? Vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Nous revenons dans quelques instants. C'est les vraies voix sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. C'est Jean-Jacques Bourdin. Rendez-vous demain, 7h, pour le Grand Matin Sud Radio. Je poserai toutes les questions d'actualité à mes invités, même celles qui dérangent, évidemment. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont avec nous ce soir, des vraies voix qui comptent en tout cas. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et vous au 0826 300 300, sans oublier bien entendu the famous Philippe David. Oh the very famous Cécile of Ménibus. Voilà, dis donc, vous faites un carton sur les réseaux sociaux vous Oh non, pas du tout, je sais pas. Vous nous faites des 140 000 vues comme Françoise, des trucs de fou là, parce que vous avez dit un truc, voilà. Il dit un truc, les gens disent oh là là, c'est génial. C'était un coup de gueule l'autre jour qui a fait plus de 140 000. Non, mais moi non, même pas, il dit même pas. Non, mais on fait, moi je faisais très souvent 150, 160. Si, il faut regarder. Et je trouve que je fais encore, mais de moins en moins. Je trouve qu'il y a c'est l'algorithme qui change. L'algorithme change beaucoup. Et beaucoup de gens de gauche sont peut-être partis ailleurs aussi. Non, si vous suivez. Non, mais c'est vrai aussi. Non, je crois pas. Personne ne veut. Sandrine Rousseau est partie. Qui est parti sur Blue Sky? Excusez-moi. Non, personne. Vos prestations vraies voix devraient amplifier tout ça. Non, je pense que vraiment il y a un tassement général. Il y a un tassement général. Oui, je pense. Oui, mais vous savez quoi, Françoise? On est là. C'est le principal. Moi, je fais toujours 25 voix. Oui, mais moi j'ai 2 Ménibus, j'ai 2 voix. C'est comme ça. Allez, les amis, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondisent le pays. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, donc il y a un grand remplacement, vous l'avez entendu, lancé par Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Le leader insoumis s'est ensuite réjoui de ce qu'il appelle la créolisation de la France. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous la France rurale a envie de devenir comme la France urbaine? Et à ce terme, l'utilisation du terme grand remplacement par Mélenchon est-elle une provocation? Vous dites oui à 78%, vous voulez réagir?
Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. C'est vraiment le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Il surfe sur cette créolisation. Mais je trouve que là, il a choisi un verbe qui révèle bien son caractère à la fois talentueux et pervers. C'est-à-dire talentueux parce que on voit bien ce qu'il veut dire par le terme de grand remplacement, et lorsqu'il affirme que ça signifie le remplacement d'une génération par une autre, c'est tout à fait évident, et il laisse planer l'ambiguïté sur sa volonté. Et puis ensuite, il précise évidemment son véritable dessein lorsqu'il dit ce que je propose va permettre à la France de s'achever, alors que à l'heure actuelle elle est inachevée. Il propose la créolisation, un ensemble de choses qui montrent qu'en réalité il sort de la banalité pour aller vers la provocation, et c'est tout lui. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est à la fois brillant et totalement délétère. Françoise Degois. J'ai toujours tellement défendu Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le plus brillant d'entre tous. C'est primus inter pares, Jean-Luc Mélenchon. Il est le plus brillant oralement, dans les idées, etc. Et jusqu'où est-ce qu'on peut défendre? Moi, j'ai décidé d'arrêter de m'arrêter à sa brillance et à son intelligence. Nous sommes au summum, et ça n'est que le début de la perversion totale de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sera bientôt obsolète. Il le sait très bien. Il peut écrire ce qu'il veut sur ses blogs. Il sait très bien lire des résultats électoraux. Jean-Luc Mélenchon, il a besoin d'une présidentielle anticipée, sinon il passera à la trappe. Donc, il va monter de plus en plus sur cette ambiguïté-là. Il fait de la triangulation. Il veut installer son duel avec Marine Le Pen. Il n'y arrive pas pour le moment. Il n'y arrive pas parce que les sociotraites et la volaille socialiste bloquent tout. Et elle a bien raison de bloquer cette folie-là. Donc, c'est pervers. Le grand remplacement, il joue sur les mots. Il parle en fait des générations urbaines qui vont s'installer à la campagne. Et puis, il attise aussi les quartiers en disant cette France, elle est à nous. Donc, ce discours-là, je vous aurais dit, quoi que ce soit, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, ça, je vous dis, ce discours-là, ça fait partie des discours mortifères, véritablement, et je pèse mes mots, de la République française. Jean-Michel Fauvergue. Oui, bien sûr, c'est un discours mortifère. Et bien sûr qu'il le fait avec brio. Mais derrière, il y a cette espèce d'idée un peu putride, qui fait que il est toujours en train d'attaquer. Il s'adresse aussi à un électorat communautaire. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. D'abord, il se place en contre-miroir de Zemmour, le grand remplacement. Et puis il s'en aperçoit assez rapidement, et donc il vise le Premier ministre des mêmes propos, le Premier ministre qui n'a jamais prononcé ces propos-là, jamais. Il parle de submersion. Il est revenu en fait, c'était submersion migratoire qu'il attaquait. Mais pas le grand remplacement, il n'a jamais remplacé. Et donc, du coup, il s'aperçoit que en s'opposant à Zemmour, il va se cornériser sur l'ultra-gauche, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui me gêne un peu dans son discours, que j'ai bien écouté, c'est que il va à l'encontre des traditions. Ceux qui défendent les traditions sont honnis. Je ne sais pas si vous avez entendu ce sur les traditions que c'était dépassé, etc. C'était dépassé, etc. Donc on n'est pas, on est dans quelque chose qui est véritablement putride. Vous pensez que nos traditions s'est dépassé? Tiens, vous habitez la France rurale, vous êtes dans la ruralité. Il n'y a pas que la ruralité qui a des traditions. Vous avez été blessé, absolument, vous avez été blessé par les propos de Jean-Luc Mélenchon, ou vous les trouvez tout à fait normal? On attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane est avec nous, 0826 300 300. Vous écoute Stéphane sur ce discours de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pas d'accord avec le côté brillant de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est un tribun quand même. Oui, mais c'est terminé. Je pense qu'il est grand temps qu'il prenne sa retraite parce que en fait, il fait une fake news. Il nous parle d'un grand remplacement d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Mais il se trompe totalement. Une génération ressemble nécessairement à la précédente car elle en descend en ligne directe. On grandit avec nos parents, ils nous élèvent, ils nous transmettent leurs valeurs et leur culture. Donc, il parle d'une génération virtuelle qui n'existe pas. Et encore une fois, il oppose les Français entre eux par le biais d'une analyse générationnelle qui est mensongère.
Donc moi qui vis à la campagne, je peux vous dire que la réception des idées de M. Mélenchon à la campagne, dans les campagnes viticoles de l'Hérault, elle est extrêmement faible et elle est même en régression pour les gens qui le soutenaient, parce que ça devient, quand on entend ses propos, on dirait qu'il veut mettre la France à feu et à sang, donc c'est plus possible. C'est quelqu'un qui devrait très honnêtement prendre sa retraite. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour sa santé mentale. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre un peu les pédales, en fait. C'est un provocateur, hein, François. Non, c'est pas du tout. Il fait vraiment de la politique. C'est un trotskiste. Moi, je sais que Stéphane l'a bien identifié. Il est vraiment, comment dirais-je, vous savez, le trotskisme, et c'est même plus que ça. C'est un océiste, c'est un lambertiste, Jean-Luc Mélenchon. Donc, on prend le pouvoir par les minorités agissantes. C'est-à-dire que on crée le trouble et voilà, et la révolution s'installe. Et le peuple prend le pouvoir. Donc, il n'y a rien de provocateur. Il n'y a rien de malaisant. Ce qui est malaisant, c'est toute l'idéologie très puissante et très, comment dirais-je, très dure et très pensée qu'il y a derrière chaque mot. Et il devrait comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Vous regardez Villeneuve-Saint-Georges, vous regardez Grenoble, par exemple. Eh bien, les quartiers ont dit non à Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, il ne cesse de leur parler à ces quartiers. Parce que les quartiers disent on ne veut plus être essentialisé. Pourtant, il y a du monde, Philippe Bilger. Oui. Je me demande d'ailleurs si il réfléchit au fait qu'à chaque fois que, de manière, selon moi, talentueuse, la retraite n'est pas encore pour aujourd'hui ni pour demain, il n'écarte pas des gens dont il aura besoin tout de même s'il est au second tour, quoi. Je veux dire, il répulse autant qu'il attire. Je pense que après lui, le déluge, hein, il doit penser ça dans sa tête. Il s'en fout des autres, y compris les gens de son camp, à mon avis. C'est lui ou lui. Et moi, il y a un autre terme qui me pose problème, c'est la créolisation. Parce que la créolisation, elle renvoie pas au mélange, au mélange dans la société, les mélanges que l'on a. Elle renvoie au mélange africain et blanc. Uniquement, et non aux asiatiques, cette espèce de société mélangée vers laquelle on va certainement, bien sûr, mais elle exclut un certain nombre de choses pour faire peur justement. Allez, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. 0826 300 300 avec François qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir François. Oui, voilà. Vous nous appelez d'Occitanie. On vous écoute, François. Exactement. Eh bien, on vous écoute. Oui, voilà, c'est à propos de ce dont vous parliez tout à l'heure, à propos de Jean-Luc Mélenchon et de ce dont il a parlé. Si vous voulez, moi, ce qui me semble évident, c'est que la France a toujours été une terre... si vous voulez, l'essence même de la population française, c'est le métissage, donc il n'y a absolument rien de nouveau. C'est tout simplement ce qui a toujours fait la richesse. Et d'autre part, on diabolise systématiquement Jean-Luc Mélenchon, alors qu'en fin de compte, il n'a jamais été à l'extrême gauche, il est tout simplement de gauche, c'est absolument tout. Et voilà, j'en ai assez d'entendre toujours le même truc systématiquement, quoi. Je vois pas du tout en quoi il est diabolique, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est absolument ahurissant de tenter ça, quoi. Mais le terme grand remplacement, qui est un terme incitable à gauche théoriquement, est-ce que le fait de l'utiliser, c'est quand même pas un peu provoquant sur les bords? On dira ça comme ça, François. Non, mais si vous voulez, qui est-ce qui est pas provoquant? Tout fonctionne comme ça, donc c'est simplement un remplacement. Et il serait effectivement temps qu'il y ait un remplacement, parce que si vous voulez, la moyenne d'âge, là, on est dans une EHPAD, en fait, on est dirigé par des gens qui... c'est complètement dingue, quoi. Alors que les jeunes... Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. D'abord, le Sénat s'est complètement rajeuni. Vous avez des sénateurs de 30 ans maintenant. Le Parlement européen, la moyenne d'âge maintenant, c'est 32 ans. L'Assemblée nationale, idem. Moi, j'entends ce que vous dites. Vous pensez qu'on fait un procès en sorcellerie à Jean-Luc Mélenchon. J'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon de A jusqu'à Z, jusqu'au moment où je suis complètement arrêté d'abord sur les banlieues, parce que j'ai vu quelle tournure il était en train de prendre. Et le 7 octobre, vous ne pouvez absolument pas dire que ce que Jean-Luc Mélenchon fait depuis le 7 octobre est supportable. Franchement, François, il y a une limite entre le combat pour les Palestiniens, pour la liberté de la Palestine, pour cesser avec Gaza, et tout ce que la France insoumise a choisi. Avec ces figures de proue, vraiment, c'est dingue. Mais là, vous partez sur quelque chose dont je vous ai absolument pas parlé de ça. Enfin, c'est typique de votre manière de parler, quoi. Mais pas du tout, c'est là-dessus.
Mais c'est François. Non mais François, c'est là. Attendez, s'il vous plaît, Françoise, parce que Françoise, elle marque la rupture avec elle et Jean-Luc Mélenchon. Avec tout le monde, avec tout le monde, avec toute la gauche, avec une grande partie de la gauche. La rupture, c'est le 7 octobre et la stratégie qu'il a choisie. Mais bien sûr, si vous la voyez pas. Mais justement, on aurait pu poser une question. C'est encore un truc de politique. Mais c'est complètement dingue, quoi. Si vous voulez, on n'en a rien à faire du 7 octobre. François. Moi, le 7 octobre, j'étais en France. Je sais pas ce qui s'est passé le 7 octobre, si vous voulez. Non, mais si, on pouvait pas dire que. Il y a eu un pogrom le 7 octobre, on ne peut pas dire le contraire. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Érythrée? Qu'est-ce qui se passe partout au Soudan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des massacres dans d'autres endroits de la planète. Non, mais vous tournez en boucle sur les mêmes trucs. C'est normal, puisqu'il en a fait une stratégie. Il en a fait une stratégie, François. Pas du tout, mais absolument pas. Mais François, c'est du mensonge. Mais c'est du mensonge que vous dites. François, puis-je vous poser une question? François, Philippe Bilger. On entend toujours les mêmes trucs en boucle. François, non mais François, vous ne pouvez pas faire de déni, s'il vous plaît, soyez gentil. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu un massacre le 7 octobre. Je voudrais vous demander, François, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon était de gauche. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il n'y a pas une frontière entre la gauche classique, la socialiste par exemple, et la gauche et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Vous pensez que c'est le même matériau politique? Alors, François, très court, parce qu'on a un autre appel au 0826 300 300. Bien sûr, mais ce que je vous dis, c'est que la gauche, c'est Mélenchon. Le reste, c'est pas la gauche, c'est la droite. C'est l'extrême droite, ouais. Ça n'a rien à voir. Oui, merci François, merci beaucoup. Olivier est avec nous de Lyon. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je trouve Mélenchon, il se réveille et en fin de compte, il est logique dans son raisonnement. Le grand remplacement, avant, c'était un mot tabou. Personne ne veut le reconnaître. Maintenant, Mélenchon, il le reconnaît. C'est très bien. Par contre, il y a deux catégories de gens qui ne veulent pas reconnaître, c'est la gauche et la droite. Et Françoise avec. Bon, je rappelle Françoise parce que elle veut pas reconnaître son grand remplacement. Non. Moi, je suis un. C'est faux. Attendez, laissez-le parler. Moi, je suis franco-marocain. Je suis venu en France à l'âge de 18 ans. Je voulais vivre dans une France, sa culture, la tradition française. Moi, je vois, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, je vois, il y a un grand changement. Moi, cette France, je la reconnais plus. Et je veux pas le grand remplacement. Je veux la France comme avant. Voilà. Et Mélenchon, il se réveille et c'est très bien. Maintenant, les choses sont claires. Il veut remplacer le peuple français. Il veut que la France ne sera plus la France. Voilà, on est clair. Maintenant, on est clair. En 2027, on a un choix. Vous savez, en 2027, c'est une grande date et ça sera vraiment clair pour tout le monde. Alors, soit on veut le grand remplacement, soit on ne veut pas. Voilà. À ce moment-là, il y a un choix à faire. Soit c'est l'extrême gauche, soit c'est la droite traditionnelle. Voilà. Alors on va faire répondre Jean-Michel Fauvergue qu'on n'a pas entendu. Oui, mais ensuite Françoise, puisqu'elle a été interpellée. Oui, Olivier, moi ça va aller très vite. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui Mélenchon s'est découvert dans sa stratégie et que sur les prochaines élections, les choses seront beaucoup plus claires? On votera contre lui ou pour lui? Est-ce que ça veut dire ça? Ce que vous avez dit. Pour moi, maintenant, il est dans le terrain de Zemmour, dans le terrain je veux dire, et voilà, c'est clair. Maintenant, il le reconnaît. Il le reconnaît. Il dit voilà, ok, pour M. Zemmour, il y a un grand remplacement. Et alors, on va changer de culture. Et alors? Non, c'est pas. Pardonnez-moi, mon cher ami, c'est pas. Françoise. Non, mais je voudrais vous répondre. Vous m'avez interpellé. Françoise, 2 secondes. François, je vous aime beaucoup, mais vous voulez pas reconnaître ce grand remplacement. Non. Parce qu'il échappe, parce qu'il résiste pas. Laissez-le terminer. Mais sortez dans la rue, regardez. Mais je sors dans la rue. Écoutez, Olivier, si vous permettez. Vraiment, j'ai pas du tout envie qu'on épuise, qu'on étaye les théories du grand remplacement parce qu'on passe en voiture porte de la Chapelle dans certains quartiers. Votre grand remplacement échappe à tout chiffre, à toute règle. C'est comme le principe de surmersion. Nous sommes dans le fantasme le plus total.
Vous avez 6 millions d'étrangers dans ce pays, d'accord? C'est pas parce que vous avez... Écoutez, Françoise, je voudrais finir... Depuis les années 80, j'entends 6 millions. Mais non, ça, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous me hurlez dessus? Écoutez, vous êtes franco-marocain. Parce qu'il essaye de parler. Allez. Mais il essaye de parler. Excusez-moi, moi j'essaie de parler parce que les 6 millions, les 4 millions de musulmans, ok. les années 80, j'ai rien à dire. Non, ok, mais je dis plus rien. Non, mais je me tais, c'est bon. Non, mais c'est bon. Écoutez, il n'y a rien à dire. Vous avez raison, j'ai tort. C'est bon, aucun mais problème. Non, mais 4 millions de musulmans depuis les années 80 que j'entends ça. J'ai jamais dit 4 millions, j'ai dit il y a 6 millions de musulmans dans ce pays. Vous avez 9 millions d'étrangers. Vous n'allez pas m'expliquer que nous sommes tous métissés et que nous sommes dans un grand remplacement. Je vous le redis. Et pourtant, on a le sentiment. Qu'est-ce que vous ayez le sentiment de submersion, c'est d'ailleurs ce qu'a précisé François Bayrou, et qu'on ait le sentiment de grand remplacement, c'est la honte des partis de ne pas avoir réussi à démonter ce fantasme. S'il vous plaît. C'est le sentiment, oui, c'est la vérité. Non, mais c'est intéressant. S'il vous plaît, Françoise, il n'y a pas de sentiment, il faut sortir dans la rue, il faut regarder. Mais moi je sors, arrêtez, pourquoi vous dites je sors dans la rue, mais vous pensez qu'il n'y a que vous qui vivez dans la rue en fait? C'est ça que vous pensez? Vous pensez que nous ça veut dire... Oui, Jean-Michel, un mot très court, parce qu'il n'y a plus de temps. Ouais, ça veut dire quoi, Olivier? Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'immigration, en particulier illégale. Il faut lutter pour la justice. Il faut lutter pour plus de sécurité. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Il y a plus d'État, il y a plus d'État, il y a plus de justice. Bon, il y a plus de justice, il y a plus de. Il faut qu'on. Bon, c'est pour ça que je vous dis au moins en 2027, ce sera un grand détournement. Voilà, soit on choisit vraiment le grand remplacement et on accepte, on subit, soit on réagit. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Olivier. Je vous aime bien quand même. On s'entend bien quand même. Merci, Olivier. Beaucoup d'appels, on n'a pas pu prendre tout le monde malheureusement. Ouais, merci beaucoup. Merci François, merci Olivier. Stéphane, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour et vous allez pouvoir tenter de gagner parce qu'ils ont le mort aux dents aujourd'hui. Qui c'est qui l'a dit? Et puis ils ont révisé tout ce week-end et puis il s'est passé plein de choses ce matin. Donc tout le monde a lu, sauf Philippe qui n'a pas Bilger qui n'a pas son portable. Moi j'ai très peu lu. Oui, aïe, ça va être dur. Allez, on fait une fois, je vais perdre. En totale équité. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et des vraies voix qui comptent gagner surtout. et ça c'est pas sûr, c'est pas sûr. Les vraies voix jusqu'à 19h avec aussi qui c'est qui l'a dit avec Stéphane, notre auditeur du jour. Très fort, Stéphane, pour gagner contre Philippe Bilger, Françoise de Gois et Jean-Michel Fauvergue, il faut envoyer un jingle de malade. Allez-y. Un jingle de malade? Une présentation, allez-y. Jetez le il est envoyé mon jingle. Hein. Ah bon, d'accord. Allez, c'est parti. Sud Radio, le quiz de l'actu. J'ai pas été très clair dans ma définition, mais c'est parti quand même. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je me prépare à l'élection présidentielle. Et ça n'est pas moi. Stéphane, c'est un président de région. C'est un président. Carole Delga? Non, Xavier Bertrand. Bonne réponse de Françoise Degois. En fait, c'est tous les 6 mois que Xavier Bertrand dit ça, en fait. Oui. Donc, c'est pas difficile. Qui c'est qui l'a dit? Ce budget est nécessaire car sans budget, le pays est à l'arrêt. 3 points. Bayrou? Non. Attal? Non, c'est une femme. Non, c'est une femme. Daniel Runacher? Non. Montchalin. Bonne réponse de Françoise Degois. Amélie de Montchalin. Ministre des Comptes Publics. Exactement. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il faut être certain de l'efficience de l'argent public, soit au travers d'une agence, soit au travers d'un service de l'État, est bien faite. Stéphane. Oh là là. Compliqué ça. J'aurais dit Bayrou. Non. Lambert? Non. Femme. Une femme encore. Brune Pivet? Non. Une porte-parole. Clémence. Bonne réponse de Françoise Degois. Elle est rapide. Ah là. Elle est agaçante. Hein. Elle est en forme aujourd'hui. Elle est agaçante. Qui c'est qui l'a dit? J'espère que les socialistes vont considérer en responsabilité qu'il vaut mieux donner un budget à la France et ne pas censurer le gouvernement malgré leurs désaccords. C'est un ancien ministre, mais qui est très médiatique. Stéphane. Un ancien ministre. Alors là, vous me posez vraiment une colle. Non, c'est pas Jospin. Non. Il y a des très bons vins. Il y a des très bons vins. C'est Bordeaux. Dans les hospices.
Bonne réponse de Françoise Degois. Bravo. Elle est bonne. Elle est bonne. Quand vous dites elle est bonne, vous parlez de moi, François? Mais non, je ne me permettrai pas ce genre de conneries. Je laisse ça aux garçons autour de la table. Je trouvais ça bien. Non, mais moi, j'adore, Allez, mais bon. question qui c'est qui l'a dit, 3 points. J'estime que les grands patrons coulent le pays en ne jouant jamais le jeu de l'emploi en France. Sophie Binet. Bonne réponse de Stéphane. Ah, c'est bien, Stéphane. Qui c'est qui l'a dit sur le 49.3? Tout le monde sait que si le budget était mis au vote, il y aurait 350 voix contre. Ah, c'est drôle, Stéphane. Non, mais j'ai aucune idée. Je passe mon tour. C'est un député qui s'est beaucoup occupé de finances. Ah, mais Courson. Bonne réponse de France. On n'a même pas le temps de réfléchir qu'elle répond. C'est fou. C'est parce qu'elle a mal au dos, donc elle a dû prendre des médicaments. C'est pour ça. Ce matin, tellement. Elle est dopée. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points. Avec ce budget, on écope, mais c'est toujours mieux qu'un bateau qui coule. Ah, c'est vachement bien ça. Stéphane. C'est quelqu'un qui a de l'humour, mais je ne sais pas qui, je sais pas. C'était sur Sud Radio. Bonne réponse. Là, il a été plus rapide, Philippe Bilger. Je sauve la mise. C'était ce matin sur Sud Radio. Bravo, allez, le défunt. Qui c'est qui le défunt. Excusez-moi, j'espère terminer l'émission en vie. Mes excuses. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le match des gauches irréconciliables entre Hollande et Mélenchon, c'est la garantie de la défaite. Stéphane. Ça pourrait être Tondelier? Non. Ça rime avec défunt d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai dit en fait. Défunt, non, je vois pas. Je passe mon tour. Hier. Oh, prenez la direction du nord. Une rue et un défunt, ça fait quoi? Une rue. Bonne réponse de Michel. C'est lui qui l'a dit hier. Allez, on peut dire. Qui c'est qui a gagné? Écoutez, Françoise Degois, 15 points. Et ensuite, égalité parfaite à 3 entre Stéphane, Philippe Bilger et Michel Fauvergue. J'ai sauvé l'honneur. Ah bah ouais. Et puis en plus, vous n'avez pas triché, vous. C'était difficile. Ah bon, qui a triché? Non, vous n'avez pas triché, François. Une transparence. Stéphane, c'est bizarre, c'est parce que t'as pas merci. Quel temps fait-il? Vous êtes où? Dans l'Hérault, mais vous êtes où? Je suis à Pézenas. C'est pas la ville vrai. de Molière, la plus belle ville du Languedoc. Oh voilà, c'est très beau, c'est très beau, ça nous donne envie. On va faire nos bagages et on va venir. Quel temps fait-il? Bon, il fait un temps magnifique, comme d'habitude, il fait toujours beau à Pézenas. Ouais, ça va Stéphane, ça va. Non, c'est vrai, c'est la vallée dorée, c'est les petits pâtés, c'est le vin, c'est une ville extraordinaire. On dit oui, on arrive. Merci beaucoup Stéphane. Vous restez avec nous. Je vous accueillerai avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous et d'avoir été notre vraie voix du jour. Dans un instant, le journal, la météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Une femme m'a brisé le cœur ce week-end et c'est d'elle dont je vais parler. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table qui vont s'asseoir bien sûr le plus rapidement possible. Françoise Degois. Vous étiez là. Attention Françoise. Excusez-moi madame de vous déranger, j'étais en conversation avec Bilger. Avec Bilger. Avec Bibil. Et parce que vous savez qu'il a cette passion, il a une fascination pour les anciens, vous savez, il a cette espèce de fascination. C'est pour ça que vous appréciez. Mais non, c'est pour ça qu'il m'apprécie pas. Mais oui, mais je l'apprécie. Mais il est presque pas assez âgé pour avoir trouvé la sagesse. Il aime les vaches sacrées, vous voyez, les Jospin, tout ça. Il a une passion pour les vaches sacrées. J'aime beaucoup les gens d'âge mûr. J'aime beaucoup le troisième âge. Comme la plupart des Français, ils aiment beaucoup les retraités et les anciens présidents. C'est vrai. Pas ceux en exercice, mais les anciens. Par contre, quand ils se présentent, excusez-moi, les nourris. Excusez-moi, je savais pas qu'il y avait un débat là. Il y a un débat. On a décidé de prendre le pouvoir. On peut faire autonome. Je me disais aussi, vous l'avez reconnu, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue, qui entre les deux ne peut pas en placer une. En attendant, le 0826 300 300, en attendant le coup de gueule ou le coup de cœur de Philippe David. Coup de gueule. Et tout de suite le répondeur, on vous écoute. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Vous nous avez laissé un message sur le répondeur en disant pourquoi taxer davantage les Français? C'est évidemment au sujet du budget. Ah non, en fait, c'était pas ça. Moi... Ah bah si, on vous a demandé qu'on retire les avantages des sénateurs, des présidents, etc. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, j'ai suivi l'histoire. Donc au Sénat, il a été dit qu'on va suspendre, on va retirer certains avantages aux anciens ministres, aux anciens présidents. Moi, je me suis dit,
super. Chacun met la main à la poche, en fait. C'est-à-dire aussi bien nous que eux. Je ne vois pas pourquoi l'inverse. Et puis tout d'un coup, puisque j'ai suivi l'histoire, tout d'un coup, j'apprends que le haut commissaire, eh ben non. Il arrête tout, donc du coup, ces messieurs récupèrent tous les avantages. Et moi, où je suis outrée, quand même, ce sont quand même des gens qui ont plein d'avantages, qui ont des bons salaires, et on demande toujours aux mêmes de faire un effort. On est tous dans le même bateau. Pourquoi ils ne feraient pas d'effort ? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. On va faire réagir les vraies voix. C'est vrai que la commission mixte paritaire qui remet les avantages des anciens présidents et premiers ministres, c'est quand même un peu fort de café en période de disette budgétaire. C'est vrai, moi je m'en serais passé, je trouvais ça un peu démagogique tout de même, mais à la limite, pourquoi pas dans une période où on demande des efforts à tout le monde. Il y a qu'Elisabeth Borne, à ma connaissance, qui avait refusé, qui avait protesté devant cette suppression. On aurait pu la maintenir, ça me paraît évident. Moi je trouve que c'est du populisme pur, je trouve ça complètement nul, c'est très peu d'économies, c'est 150 millions d'euros, j'entends ce que... Mais c'est le symbole. Mais ouais, mais le symbole, c'est aussi... moi, je suis terroriste. J'ai des présidents de la République qui se baladent en liberté, qui s'appellent Nicolas Sarkozy ou François Hollande, et bientôt Emmanuel Macron. J'ai des premiers ministres. Eh bien, je peux ne pas hésiter à faire un carton s'ils sont pas protégés. Moi, je suis désolée quand même. Hein. On est quand même un pays où l'État est incarné plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Mais prenez... Oui, on n'est pas obligé de mettre 12 personnes. Mais il n'y a pas 12 personnes. Ouais, François Hollande, je l'ai déjà raconté. François Hollande, il a 3 officiers de sécurité. Ok, il a des bureaux secrétariat, parce que c'est quelqu'un, je le défends, qui, tous les anciens présidents de la République sont vraiment, comment dirais-je, continuent de porter la parole de la France. On en pense qu'on veut, on peut dire qu'il est débile, il est nul. En attendant, il continue de porter. Exemple, Edith Cresson a dit qu'elle aurait plus besoin de sa protection, non, etc. Mais ça, j'ai bien compris. Mais Edith Cresson, c'est le siècle dernier, c'est autre chose, si vous voulez. Mais moi, je pense quand même que pourquoi pas Manuel Valls. Bon, maintenant, il est ministre, mais je pense que c'est des personnalités aussi qui ont besoin d'être protégées. Allez. Je crois qu'il faut évaluer effectivement, c'est une question de danger aussi. Il faut évaluer le danger et faire en fonction de ça et essayer d'adapter les moyens. De réduire un peu. Et puis hors président de la République, peut-être sur des mandats un petit peu longs, par exemple. Oui, certains. Oui, en fait, il n'y a pas que ces personnalités-là. Il y a aussi d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, etc., pas tous, mais effectivement, je pense qu'il faut revoir les choses. Il n'aurait pas fallu arrêter d'un seul coup parce que c'est choquant pour le symbole. Merci en tout cas, Sylvie. Merci Sylvie. Merci beaucoup d'avoir. Mais j'avais encore plein de choses à dire, mais bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prendre comme auditrice vraie voix demain. Très bien. Je veux bien parce que je vous suis régulièrement. Le matin, je passe avec Jean-Jacques Bourdin. Et maintenant, le soir, voilà. Sylvie, demain, vous êtes notre vraie voix du jour. Je vais le signaler. Y a pas de souci. Voilà, donc tenez-vous prête, parce que là, vous allez pouvoir parler. Je vous le dis tout de suite. Et faire le qui c'est qui l'a dit. Et là, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Allez, ça y est, c'est topé. Allez, topé là, Philippe. C'est topé. Allez, c'est topé. C'est Sylvie demain. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oui, je le répète, une femme m'a brisé le cœur et il y a vraiment des choses que je ne comprends pas. C'est dans un instant, on vous souhaite la bienvenue. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix de 17h à 19h, comme tous les jours du lundi au vendredi, c'est un peu le commerce de proximité. C'est le commerce de proximité. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Vous pouvez même prendre Philippe David à emporter. C'est voilà, tout chaud, tout douillet. Oui. Un peu avec un peu d'embonpoint. Bon, un peu beaucoup même. Merci. C'est moi, oui. Jean-Michel Fauvergue. Non, je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Jean-Michel Fauvergue, Françoise de Gois et Philippe Bilger. Je voulais vous dire un truc, c'est pas grave. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit d'Évry, préfecture de l'Essonne. Pourquoi Évry ?
Parce que j'ai été bouleversé en voyant la maman de Lilibelle, tuée à 14 ans d'un coup de couteau dans le ventre, crier sa colère après le verdict de la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, rendu vendredi au meurtrier de sa fille. Rappelons les circonstances. Le 21 février 2021, 6 voyous âgés de 14 à 18 ans, originaires de Dourdan, se rendent à Saint-Chéron pour régler des comptes avec des jeunes de la ville. Une rixe commence. Lilibelle tente courageusement de s'interposer et reçoit un coup de couteau dans le ventre. Elle décédera dans la soirée. Le meurtre gratuit d'une jeune adolescente qui avait toute la vie devant elle. Et c'est là que le bas blesse. Lors du procès pour meurtre, l'avocat général avait requis 18 ans de prison, une peine qui est passée à 10 ans, les faits étant requalifiés en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 10 ans étant la peine maximale dans ce cas. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut qualifier de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner un coup de couteau dans le ventre, comme serait qualifié une bousculade causant une mauvaise chute qui entraînerait la mort de quelqu'un. Quand on a un couteau, c'est pour tuer, surtout si on frappe au ventre. Et en voyant ce verdict, j'ai peur que le meurtrier d'Elias ayant frappé à l'épaule, une zone théoriquement moins létale que l'abdomen, le tribunal qualifie les faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors qu'il s'agit d'un meurtre pour voler un téléphone portable. Quand on voit les épidémies d'attaques au couteau, un jeune de 18 ans est entre la vie et la mort à Lille, on se dit que la justice devrait frapper très fort contre leurs auteurs, ce qui, à Évry, n'a pas été le cas. Reste à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, de demander au parquet de faire appel, comme l'a dit la maman de Lilibelle, puisque les familles de victimes n'ont malheureusement pas ce droit, en attendant les prochains morts à coups de couteau qui ne vont pas tarder. Que faisait cette victime au milieu de ces deux bandes? Elle est allée leur demander de s'arrêter. D'accord. Et elle a pris un coup de couteau dans le ventre. Deuxième élément. Ce qui est courageux de sa part. Très. Deuxième élément, Philippe, il ne faut pas vous indigner sans arrêt devant des décisions qui ne sont pas scandaleuses. Combien de fois j'ai vu aux assises l'homicide volontaire disqualifié en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner parce que le coup est mortel, mais l'auteur ne voulait pas tuer. Quand on met un coup de couteau dans le ventre à quelqu'un... Mais oui, mais l'intention homicide est très mal comprise par les jurés et peut-être même par des animateurs exceptionnels. Quand on met un coup de couteau dans le ventre, c'est pas qu'on veut faire du bien à quelqu'un quand même. Mais bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'intention de tuer. Alors on a l'intention de quoi? On a l'intention de blesser gravement. Dans ce cas-là, on met un coup de couteau à la jambe. Mais on ne sait pas. Moi, je pense que dans on n'est pas dans une rationalité à ce moment-là. Je comprends que ça puisse indigner la mère. Oui. Mais moi j'ai vu cette pauvre femme, elle est détruite. Hein. Oui. Non mais Philippe, moi j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, je le redis avec. Vous pouvez pas être un supplétif, un suppléant de la justice. Je comprends. J'ai le droit mais vous avez le droit. Mais moi j'entends ce que vous dites. Mais sauf que vous faites une liste comme un inventaire à la Prévert, malheureusement mortifère, et vous terminez par et ça ne fait que commencer. Ça va que s'aggraver. Vous n'en savez rien déjà. Les coups de couteau, il y en a eu 3 sur les 8 derniers jours. Je suis d'accord avec vous. Un entre la mort et un dans la vie. Les couteaux. Je veux simplement vous dire que quand on est dans une bousculade, comme j'imagine qu'a été cela, il n'est pas forcément évident que le jeune mineur ait voulu porter un coup de couteau pour tuer. Il a porté un coup de couteau, alors c'est grave. Qu'est-ce qu'il faisait avec un couteau? Mais là, je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Et puis la justice, c'est pas la vengeance, Philippe. Moi, je suis désolé de vous le dire. Moi, je trouve ça très fin que dans le droit, il y ait l'intentionnalité ou pas. Sinon, si vous voulez, tout se vaut. Si vous faites une seule et même peine et on n'en parle plus. Jean-Michel Fauvergue. Moi, les amis, excusez-moi, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a des morts. Il y a beaucoup au couteau. Beaucoup. Intention, pas intention. La jeune fille est morte. La famille est détruite. Et la problématique qu'on a dans notre pays aujourd'hui, c'est que la justice n'est pas à niveau. Et les gens n'arrêtent pas de vous le dire. Et il faut les écouter des fois. Alors, c'est pas faire de la démago. Pourquoi il faut les écouter. Elle n'est pas à niveau. Non, je lui pose la question, ça m'intéresse. Regardez sur ce cas précis. Regardez sur d'autres cas. Et moi, ce qui me fait peur, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon tour de table, ce qui me fait peur, c'est que, à terme, et c'est ce qui inquiète aussi les directeurs généraux des services
la gendarmerie nationale, la police nationale et d'autres, à terme, il y aura des réactions de la population. Et on y va tout droit, parce que face à ces violences-là, il n'y a pas de réaction de la justice, parce qu'il y a des impunités, et parce qu'il y a cette impression de déclassement aussi, le fait que les gens sont abandonnés. Il va se passer des choses, et il est grand temps pour la justice de reprendre les choses en main et de punir. La mort d'une jeune fille ou la mort d'un homme, ça mérite plus que ça. Je suis désolé de vous le dire, ça mérite plus que ça. Mais vous ne pouvez pas fonctionner comme moi. Moi, ça me fait peur que vous parliez comme ça. La mort, c'est une tragédie, bien sûr. Mais tout dépend comment elle arrive aussi. On ne peut pas faire avec un couteau. Non, mais c'est autre chose. Je suis d'accord avec le couteau. C'est sur l'intentionnalité. Il y a trop de gens, il y a trop de jeunes qui portent des couteaux. J'espère qu'on va parvenir. Notre justice, c'est notre armure. Si elle démissionne complètement, il va se passer des choses. Mais Jean-Michel, d'où est-ce qu'elle démissionne? Regardez le jugement de Pellicot. Gisèle Pellicot, on a tous été unanimes pour dire c'est un jugement parfait. Regardez le nombre de jugements qui vont dans le bon sens. Vous pouvez pas dire que la justice démissionne. Et moi, je reviens sur l'intentionnalité. Quand vous mettez un coup de couteau dans le ventre, c'est pour tuer. Mais non, je ne crois pas, mais c'était trop con. Tu n'en sais rien. On vous entend plus là, on n'en comprend rien. Pardon. Vous avez plein, effectivement, vous avez plein d'exemples. Et ces exemples de justice parfaite et dure, vous les avez dans le domaine antiterroriste, je le reconnais. Vous les avez dans ce que vous avez dit dans les infractions sexistes et sexuelles. Ça, vous les avez. La justice a une prise de conscience là-dessus. Mais sur tout le reste, sur les refus d'obtempérer, sur les coups de couteau, vous ne les avez pas. On voit le motard qui a renversé un policier. Attendez, vous permettez, la semaine dernière, motard qui fait un refus d'obtempérer en faisant un rodéo, qui renverse un policier, verdict 150 € d'amende. Désolé, alors qu'il a eu plusieurs jours d'ITT, je trouve que c'est pas cher payé. Et je suis d'accord avec Jean-Michel. Vous changez de sujet en sujet. Non, je vais sur ce que dit Jean-Michel. Vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné, la justice, elle est parfaite sur un certain nombre de domaines et qu'elle est nulle sur d'autres. Il y a des jugements de mineurs qui sont extrêmement sévères. J'ai pas en tête l'ensemble des jugements. Il y a des jugements qui sont extrêmement sévères et qui sont extrêmement justes. Et en même temps, vous parlez de dureté. La justice, elle n'a pas à être dure, elle a à être juste. Ça n'est pas pareil. Mais moi, je pense qu'elle l'est souvent. Alors, si je peux en dire quelque chose, l'intention, quand on part de chez soi, qu'on prend un couteau, il y a une intention. Quoi que vous en disiez. Non. Toujours eu des bandes avec des couteaux, tu sais. Il n'y a pas une intention. Mais c'est très grave. En bande organisée. C'est très grave d'avoir un couteau. Et quand on frappe au ventre. Mais on ne sait même pas ça, c'est la finalité. Comment il est porté. Mais quand vous sortez en bande avec tous des couteaux, des machins, c'est pas le campagnard qui va dans ça. Voilà, avec vous avez raison, Cécile. Cette intention de groupe de partir. Ça veut dire qu'on prévoit un incident possible. Voilà. Donc il y a une intention. Non, c'est pas l'intention de tuer, Cécile. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, a priori, la mère a raconté que la mère de celui qui a tué Lilibelle savait qu'elle avait un couteau parce qu'un copain lui avait dit, mais c'est pas grave, c'est pour se défendre. Je cite. Non, mais voilà, c'est ça. C'est donc. C'est quand même dramatique de la part des parents. Philippe, il serait intéressant, mais malheureusement on ne le sait pas, de savoir comment s'est déroulée véritablement la scène. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'elle est allée s'interposer. Oui, je pense que c'est pour ça. Mais je pense que c'est pour ça. Ça me suffit, désolé. Je pense que c'est pour ça que c'est requalifié en coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. Vous n'avez pas un seul délinquant qui va mettre un coup de couteau, qui va tuer quelqu'un et qui va dire je voulais tuer. Et qui, au moment du jugement, dit j'avais vraiment envie de le tuer. Bien sûr. Mais bien sûr, mais ça c'est pas comme ça que ça se juge. C'est pas une raison pour être aussi discutable que lui. Non, c'est pas comme ça que ça se juge. Peut-être qu'une justice parfois un peu plus sévère permettrait de déverrouiller d'autres choses. Moi, ce que je vais faire dans les prochaines vraies voix, je vais amener, parce que je veux contrecarrer ça, je vais amener l'ensemble des décisions de justice sur les mineurs. Et il y en a beaucoup qui sont justes. Et très bien. Et ça c'est une très bonne idée. On fera le dépouillement. On va regarder, Françoise. Merci beaucoup, Philippe David, pour ce coup de gueule. Un très bon sujet. Tout de suite, on l'adore aussi, c'est Félix Mathieu. Merci. Les vraies voix Sud Radio. Et l'info en plus, une info très importante, ça n'a rien à voir avec celle que... C'était devenu de véritables institutions de la nuit. Le dernier Macumba de France va fermer près de Lille. C'est dingue. Ah ouais. Bah ouais, de la chaîne de discothèques emblématique, seul subsistait celui d'Anglo dans le Nord, mais avec le temps va tout s'en va, comme ne chantait pas Jean-Pierre Madère. L'établissement, le Der des Der, va donc fermer ce mois-ci. Le directeur part à la retraite sans avoir retrouvé de repreneur, c'est ça la raison. Et le directeur d'exploitation, Dimitri Derepas, se souvient des heures de gloire de cette époque où on développait
développait des grosses boîtes de nuit en périphérie plutôt que dans les centres-villes, des discothèques assez importantes et innovantes. Ça a été les premiers endroits où on a vu l'apparition des premiers lasers. Il y a eu les fameux murs tournants. C'était toujours l'innovation, c'était toujours des endroits soignés, bien équipés, bien aménagés. C'est des établissements qui ont toujours été chaleureux, populaires, mais dans le bon sens du terme, quoi. Où les gens aiment se retrouver, où l'ouvrier côtoie le cadre et le chef d'entreprise, où tout le monde se mélange et donc en fait tout le monde a une petite histoire ou une petite anecdote ou toujours quelque chose par rapport au Macumba, à celui de Lille, mais ou même à un autre, vous voyez ce que je veux dire. Dimitri de Repas du Macumba avec Amélie Béguin pour Sud Radio. Il se souvient aussi d'une époque où ça se bousculait pour se produire dans les Macumba et du beau monde. Beaucoup d'artistes sont produits au Macumba depuis le début, parce que dans les années 70, il n'y avait pas encore de grandes salles type Zénith et autres. Ça leur servait aussi un peu de salle de concert. Claude François, Sylvie Vartan, même Johnny Hallyday, Michel Sardou, tous, ils sont tous venus au Macumba à leur début, naturellement, les années 70. Les années 80, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Gloria Gaynor, les années un petit peu variété, etc. Les années 90 avec l'apparition du groove R&B, les DJ stars. On a passé toutes les époques et à toutes les époques, il y avait les stars qui correspondaient à cette époque et ils sont tous venus au Macumba. Alors il paraît qu'on retrouve des clients en pleurs depuis qu'ils ont appris la fermeture prochaine. Dernier week-end du Macumba de Langlo près de Lille, le week-end des 22-23 février. Les danseuses historiques seront de retour d'ailleurs pour l'occasion. Et je me demande si c'était pas celui-ci dont Julien Courbet était l'un des cofondateurs. On y va pas le 22-23 février. Non, au Macumba, on peut y aller. On peut y aller. J'adorais ce Macumba Night, alors avec les boules à facettes. Et ben vous savez quoi, on va trouver une boule à facettes, on la mettra ici en l'honneur, à son honneur. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix, on est très en retard, on fait pas de teasing. Le film de Bob Dylan. Oui, je vous ai rien demandé. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Moi, avec la fin de la fermeture du Macumba, j'aurais bien mis une musique dansante, quoi, de boîte de nuit, quoi. Là, il me regarde, Quentin, l'air de dire non, pas maintenant, Quentin, on se détend, tout va bien se passer, puisque pour l'instant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais c'est vrai que j'aurais bien dansé avec une boule à facettes. Quelques Claudettes. Et des Claudettes. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, on vous a coupé le sifflet pour votre tour de table. Vous avez désormais la parole. Voilà. Alors, j'ai vu le film sur les 4 premières années de Bob Dylan avec Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan. Il est formidable. Même si j'ai des réserves par rapport à des propos de Chalamet, le film est très très bon. Il montre à quel point Bob Dylan d'emblée savait qu'il avait du talent, voire du génie. Il est toujours en train d'inventer des textes, de préparer des musiques. Il a un caractère de chien. Lorsqu'il va à Newport, un festival mythique, on lui demande de jouer du folk et il décide de faire l'inverse. Tout le monde le siffle. Non, j'aime énormément ce genre de caractère, à la fois solitaire, secret, caractériel, qui résiste et qui en même temps pas une parfaite tenue dans les rapports avec les êtres, les femmes, mais quelque chose qui existe, quoi. Bob Dylan, on en parlait à l'instant, il mérite le prix Nobel, voilà. Le prix Nobel? Oui, qu'il a eu, tu sais, vous avez de littérature. Oui, il a eu un prix Nobel, c'est vrai. Blowing in the Wind. Françoise Legois. Je disais à Philippe mon désaccord, car je n'apprécie ni Timothée Chalamet, je l'aime bien, je l'ai vu dans Dune, je l'aime beaucoup, mais je n'aime pas, Bob Dylan ne m'a jamais touché. Il a eu le prix Nobel de littérature, bien sûr, j'avais été très heurté parce que sa poésie, autant lire Allen Ginsberg, parce qu'avec qui d'ailleurs il était très lié, j'aime la poésie américaine et la littérature américaine, il ne m'a jamais touché, mais je reconnais bien sûr la puissance de ce comportement. Il est très hermétique, il est très secret, il me paraît très torturé et il me paraît
assez détestable sur le plan humain. Jean-Michel Fauvergue, fan de Bob Dylan. Fan, c'est un bien grand mot. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai pas vu le film, j'irai le voir, puisque Philippe nous l'a bien vendu. Non, allez voir. Je savais pas qu'il avait eu un prix Nobel. Il y a 20 ans, un truc. Et il est bien sûr pas allé le chercher. Il y a 7 ou 8 ans. Il n'est pas allé le chercher, bien sûr. Oui, bien sûr qu'il n'est pas allé le chercher. Donc, ça a l'air d'être un bon film. Donc, à voir. Françoise Degois sur les mesures radicales de Donald Trump. Oui, alors là, on est vraiment dans une forme de délire et en réalité, ça passe crème, sauf quand ça passe pas crème. Donald Trump, évidemment, joint le geste à la parole. Vous savez, par exemple, que le New York Times, c'est le Time qui révèle que, comment dirais-je, Elon Musk et son équipe ont accès depuis hier à l'ensemble des comptes du Trésor américain. L'ensemble des comptes du Trésor américain le Trésor fédéral, notamment sur les salaires et les fonctionnaires. Donc on peut imaginer ce qu'ils vont en faire. Personne ne sait ce qu'ils vont en faire. Donald Trump a voulu sucrer USAID. Vous savez, USAID, c'est une énorme officine 42 milliards de dollars, je crois, qui distribue des aides sociales, etc. et également à l'étranger. Ils ont été obligés de s'arrêter parce qu'ils voulaient sucrer toutes les aides sociales sur le territoire américain. Ça n'a pas été possible. Il y a eu des recours immédiats. Mais par contre, ils sucrent pour 90 jours les aides internationales. Donc voilà, je veux dire, on a des gens déterminés à s'asseoir sur tout ce qu'est l'état de droit. Donc ça fera ce que ça fera. Je ne sais pas ce que ça fera, mais à mon avis, ça va faire. On ne peut pas faire réagir Françoise parce qu'on n'a plus du tout le temps. On est. Et votre tour de table, Jean-Michel. Alors moi, je voulais. Court. Ouais. Je voulais reparler du directeur général de la gendarmerie qui disait qu'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. Attention le micro. Oui. Faut pas le prendre à la légère. C'est quoi le sanctuaire national ? Le sanctuaire national, c'est notre pays. Ah d'accord, pardonnez-moi. La métropole et outre-mer. Donc on peut pas ne pas le prendre au sérieux parce que Hubert Bonneau, le directeur général de la gendarmerie nationale, a été le chef du GIGN pendant l'affaire Kouachi. Donc c'est un vrai copain puisqu'on est intervenus ensemble et il connaît son sujet. Il a des fonctions de directeur général, donc on ne peut pas ne pas penser que ses propos ont été validés par le pouvoir politique. Puis c'est pas le premier général à dire ça. On a plein de généraux qui ont dit ça et on a plein de responsables de services de sécurité à l'international et en particulier en Allemagne à dire qu'ils s'attendent à une guerre dans les 4 ans sur le territoire de l'OTAN. Donc, et on a un général qui s'appelle Christophe Gomard et qui est député européen aujourd'hui, qui est aussi un copain, qui a été chef du COS, ancien chef du COS et du renseignement militaire, qui le dit aussi. Donc il faut prendre les choses au sérieux parce qu'on a aussi on a eu déjà des attaques dans le domaine de la cyber, dans la désinformation. Vous avez vu que dernièrement, il y a des câbles souterrains qui ont été cassés, explosés. C'est des câbles de fibre optique qui isolent un peu l'Europe. Et donc on a une vraie lutte, une vraie menace russe qui est en train de se faire jour. Et si demain on a des troupes au sol, il y aura des bombardements en riposte et sans doute sur le territoire national. Donc il va falloir, et peut-être des actions d'assassinat ciblés, comme ça a été, comme le projet qui a eu lieu en Allemagne sur le patron de Rheinmetall qui fait des tanks. Donc il faudra prendre ça tout à fait au sérieux. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais malheureusement on a fait tellement de temps sur plein de choses. Bah oui, c'est passionnant ce sujet. Vous restez avec nous dans un instant. Le 49.3 activé. François Bayrou engage son gouvernement sur le budget, mais le PS renonce à censurer. Alors parlons vrai, avec 2 49.3 d'un coup, Bayrou tente-t-il un coup de poker? Et à cette question, souhaitez-vous que le gouvernement soit censuré? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Luc Gras, politologue, sera avec nous et auteur de La démocratie en péril, qui vient de sortir. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et le débat continue dans les vraies voix, bien entendu, hors antenne avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Philippe David. On n'est toujours pas d'accord, hein? Mais non. On n'est toujours pas d'accord sur le sujet de cette jeune fille. On va peut-être censurer le truc. Si on était tous d'accord, Cécile, ce ne serait pas les vraies voix. Non, mais si au moins vous pouvez être d'accord avec Philippe et moi tout le temps, ce serait bien. C'est tout ce qu'on vous demande. Progrès.
Que vous ne soyez pas d'accord avec les autres. On va chercher à progresser. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tout ce bonheur. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors cet article 49.3 est-il un moyen infaillible de faire passer une idée? François Bayrou qui annonce donc qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement. Non. Alors vous me laissez pas le choix. J'invoque l'article 49.3. Non mais ça marche pas ici. Ah bon? Ça marche qu'à l'Assemblée. Je m'en fous de vos motions de censure. Et les dés du 49.3 sont jetés. François Bayrou a engagé cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur le budget. Les motions de censure seront examinées mercredi, mais le Bureau national du PS décide de ne pas censurer le gouvernement. Alors parlons vrai. Imaginez-vous à nouveau une France sans budget et sans gouvernement en milieu de semaine. Et à cette question, souhaitez-vous que le gouvernement soit censuré? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est le très élégant Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Auteur du livre La démocratie en péril. Exactement, chez auto-édité. Chez auto-édité, voilà, c'est ça. C'est bien de s'auto-éditer, c'est parfait. Philippe Bilger, sur cette... Il est élégant, mais il a parfois raison. Bah oui. Oui. Non, mais j'avais l'impression qu'on ne le crédite que d'élégance. Que d'un physique. D'abord, François Bayrou n'a pris personne en traite, puisqu'il avait dit qu'il userait du 49.3, et à partir du moment où le Bureau national du Parti socialiste a décidé de ne pas voter la censure, eh bien, je laisse de côté le Rassemblement national. François Bayrou, heureusement, va sauver sa tête gouvernementale, si j'ose dire. Et j'espère que ça va être le début d'une stabilisation et d'une accalmie dans la vie politique, parce que les citoyens commencent à être lassés de ces péripéties multiples et contrastées, voire contradictoires, et peut-être qu'on est parti vers une période qui ne parviendra jamais à effacer les effets délétères de la dissolution, mais permettra un peu de les atténuer. Oui, je pense que ça va être un répit de très court terme, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je pense que les socialistes ont eu raison, parce qu'il ne faut pas confondre le groupe et le Parti socialiste. Là, c'est le Bureau national du PS qui a décidé non censure. Le groupe, il est convaincu depuis pas mal de temps qu'il ne faut pas censurer là non plus. J'entends ce que vous dites sur la période d'accalmie. Je pense qu'elle va être de très courte durée, parce que les événements vont s'inviter à nous. D'abord parce que ce budget, il est très dur, il est extrêmement douloureux, et on va en voir les effets dans un moment en plus où on va avoir des défaillances d'entreprises. C'est Philippe ou Cécile, la semaine dernière, vous disiez 100 000 entreprises, emplois industriels détruits dans l'année qui vient. C'était le journal Le Monde. C'est ça, c'est vous deux, je me souviens de ça, donc 100 000 emplois industriels détruits. Donc je pense que les événements, de toute façon, il va y avoir un répit. 100 000 emplois dans les plans sociaux. C'est ça, et c'est pas en industrie. Donc ça veut dire qu'on va avoir un répit déjà pour François Bayrou et Emmanuel Macron, qui vont avoir le crédit d'avoir réussi à faire passer le budget. Et après, moi je pense que ça repart très très vite, avec une dissolution, à mon avis, inévitable à l'été. Jean-Michel Fauvergue. Alors là, pour le coup, il n'y a pas un, mais deux 49.3. Je parle oui, parce qu'il veut faire passer en même temps le PLF et le PLFSS, le projet de loi de finances et celui sur la sécurité sociale, qui sont importants tous les deux, puisque le budget en France est divisé en deux et scindé en deux. Donc, il va faire d'une pierre deux coups. Je pense que ça devrait passer, vu que le Parti socialiste ne votera pas la censure et que le RN visiblement se tâte. Mais même si le RN vote la censure, ça passe pas avec. Ça peut pas passer. S'il y a 22 socialistes qui votent. Après, pour la suite, on ne sait pas trop. Je pense que pour la suite, il faut quand même faire passer quelques textes. Et là, il s'appuiera, il va tenter, et je pense qu'il est assez habile pour ça, François Bayrou. Il va s'appuyer sur des majorités de circonstances, mais il aura beaucoup à discuter. Et après, évidemment, à partir de juillet, le retour de la dissolution possible, mais c'est le président qui la décide. Et est-ce qu'il va faire une deuxième fois? Il avait dit non. Est-ce qu'il va faire une deuxième fois le truc? Je ne sais pas trop. Luc Gras, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a un deal quelque part de cette non-censure? Est-ce que le PS, on sent qu'il y a un deal avec François Bayrou quand même? Je ne sais pas s'il y a un deal, mais en tout cas, il y a une stratégie qui est assez claire. On rappelle vite les faits. Jean-Luc Mélenchon voulait aller vite à l'élection présidentielle, si possible contre Marine Le Pen, mais encore mieux contre Jordan Bardella en cas de condamnation de Marine Le Pen le 31 mars. Le Parti socialiste
enfermé dans une alliance un peu contre nature avec la France insoumise, qui espérait gagner du temps, donner du temps au temps, comme disait l'ancien président, pour se remettre, et notamment à l'occasion du Congrès, clarifier sa ligne et trouver un nouveau leader en vue de la perspective présidentielle. La droite et le socle commun qui sont dans la même situation de devoir se réorganiser. Marine Le Pen, qui avait intérêt à aller rapidement, effectivement, un peu comme Jean-Luc Mélenchon à l'élection, et qui maintenant est cornérisée par le seul fait que, comme il n'y aura pas 23 ou 22, et précisément 22 députés socialistes, finalement, ils ne pèsent plus. En réalité, elle a fait une erreur tactique monumentale au moment de la première censure. Pour la première fois que Marine Le Pen avait un vrai pouvoir de peser, elle l'a utilisé immédiatement, comme un enfant qui a un joujou dont elle ne sait pas se servir. Elle a censuré, et aujourd'hui, elle a montré qu'elle était dangereuse en alliance avec le NFP rassemblé, et par conséquent, eh bien, François Bayrou, astucieusement, s'est tourné plutôt sur sa gauche. Je suis d'accord pour dire que c'est absolument pas un budget de gauche, c'est un budget de centre, mais c'est pas un budget de gauche. Mais en tout cas, il a le mérite. Ce matin même, je faisais des commentaires, je disais que c'était la semaine de tous les dangers, et ce soir, les choses sont clarifiées. Et pourquoi ? Parce que le Parti socialiste a posé un acte fort, qui c'est le cas de le dire, pensant à son premier secrétaire, c'est-à-dire de dire on ne veut pas être la roue de secours de LFI. La stratégie bulldozer de Mélenchon a montré ses limites. D'abord, au soir du premier tour des élections législatives, tout le programme, rien que le programme, sorte de maximo dont ne veut pas évidemment la culture social-démocrate française. Et puis les résultats de ce week-end encore, qui ont montré, et ça a été important aussi à prendre en considération, que ce soit à Villeneuve, ce baroud d'honneur tout seul qui finalement ne mène à rien, finalement on peut se demander si ce soir le LFI ne représente pas exclusivement une fonction tribunicienne, mais en tout cas le décor est planté pour qu'il n'y ait pas de crise au niveau du budget, et puis bien sûr qu'il y aura une censure puisque Marine Le Pen l'a annoncé dès cet été. Philippe Bilger et Françoise Degois. Luc, est-ce que Françoise nous a dit tout à l'heure que les socialistes avaient d'emblée décidé de ne pas voter la censure, et que ça n'est pas l'influence des gens d'expérience que j'évoquais, Hollande qui avait convaincu les jeunes, mais est-ce qu'à votre avis, cette volonté d'autonomie des socialistes va durer véritablement? Est-ce que à un moment donné, il n'y aura pas peut-être un rapprochement nouveau avec LFI malgré cet accès d'indépendance? Je crois que c'est un choix stratégique de fond, et que nonobstant le fait des rendez-vous électoraux qui peuvent très bien, et on l'a vu entre la NUPES et le nouveau Front Populaire, permettre aux forces de gauche de se rassembler pour gagner une municipale, pour gagner une élection, oui. Mais sur le fond, au Parti Socialiste, les responsables ne veulent pas être dans la roue de Mélenchon. Ils ont conscience qu'ils ont vocation à exercer le pouvoir, et pour cela, il faut reconstruire, après la longue parenthèse Macron, une droite de gouvernement dans ce pays et une gauche de gouvernement. Ils entendent l'incarner. Françoise Degois. Véritablement, je sais que c'est celui qui est méprisé par tous, mais c'est le résultat du travail d'Olivier Faure. C'est ni Boris Vallaud, ni François Hollande, ni Lionel Jospin. Alors maintenant, il émerge, tout le monde l'a pris pour un con, et maintenant il émerge, alors tout le monde te dit merde, on l'a pris pour un con, alors qu'est-ce qu'on doit penser de lui? Moi j'en veux pour preuve tous les papiers qui fleurissent sur lui. Ils sont en train enfin de découvrir que c'est un plus qu'un tacticien. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'il y aura toujours un moment où la gauche va se rassembler, et vous savez très bien quand est-ce que c'est quand il y a le Rassemblement national. C'est la vertu. Ce que n'a pas compris Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a pensé que la gauche était désunie à jamais. Ça n'est pas possible quand il y a l'extrême droite en face. Ces alliances se referont. Mais je pense que le Parti socialiste, en douceur, à la Olivier Faure, dont tout le monde oublie qu'il est asiatique puisque sa mère est vietnamienne, il porte des coups mortels avec le sourire, jour après jour, avec Mélenchon. Parce que Luc nous parle de Villeneuve, moi je peux vous parler de Grenoble, où tout le monde s'est retiré, on se demande bien pourquoi le PS s'est retiré. Voilà. Et regardez bien le choix qui a été fait aux européennes, de laisser Jean-Luc Mélenchon se compter, et de nous, la social-démocratie, y aller avec Glucksmann. Qui a encore fait ce choix? Il s'appelle Olivier Faure, donc à bien suivre dans les années qui viennent, le gars. Oui, moi je voulais Jean-Michel demander à Luc, tout à l'heure il a dit que effectivement, par la suite, Marine Le Pen est en veille pour déclencher une motion de censure. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle le pourra si le Parti socialiste continue comme ça, donc sa motion de censure n'y arrivera pas. Et il y a peut-être un chemin pour Bayrou
de travailler sur des textes en trouvant des majorités d'occasion. Est-ce que vous pensez que forcément on va à la censure tôt ou tard, ou est-ce que ça va tenir un peu ou beaucoup longtemps ou jusqu'à là? En fait, le Parti socialiste est en train de réussir là où Marine Le Pen a échoué. C'est-à-dire que le Rassemblement national, avec Michel Barnier, avait possibilité de tenir la durée du gouvernement. Elle a préféré censurer. Tandis qu'aujourd'hui, incontestablement, c'est une erreur stratégique, incontestable. Aujourd'hui, incontestablement, effectivement, le Parti socialiste, avec Olivier Faure et ses 66 députés, sont le parti charnière. C'est eux qui décident ou pas de faire tomber, puisqu'il faut l'alliance de tout le NFP. Ça peut tenir jusqu'au moment où, en opportunité, Olivier Faure et la direction du Parti socialiste décideront de sortir du bois en disant c'est bon, c'est le bon moment, c'est le bon sujet et c'est le bon timing pour sortir en vue de la mer des batailles. On sait déjà sur quoi ça peut sortir, parce qu'on sait aussi que ça va être un sujet. Vous savez qu'ils ne votent pas la censure, les socialistes, mais qu'ils déposent une motion, un 49-2, c'est-à-dire les motions spontanées que vous déposez sur la question des valeurs. Mais là encore, c'est très malin, parce que ça, c'est je vois très bien l'habileté de la manœuvre. C'est pas qu'une manœuvre. D'abord, c'est que c'est très important de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, la gauche qu'elle dit ça, la submersion, etc. Et c'est aussi un moyen de mettre la France insoumise, les Verts et le PC devant la responsabilité. Alors, la motion de censure sur les principes, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Alors, Jean-Luc Mélenchon, alors Marine Tondelier, alors Fabien Roussel, vous la votez ou vous la votez pas, cette motion des socialistes? Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, c'est en ça que je dis qu'ils sont vraiment... il y a quelque chose qui s'est passé, qui tient de la renaissance, je pense, de la social-démocratie. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Luc, je termine vite, sur Marine Le Pen, je pense que Marine Le Pen avait besoin de créer une crise qui la protège. C'est pour ça qu'elle a censuré. Et je pense qu'elle ne censurera pas cette fois-ci. Vous voulez dire que les socialistes sont redevenus stratèges, du coup? Vraiment, je pense. Oui, alors moi, j'ai fait j'étais un camarade de jeu un petit peu avec Françoise. On était d'accord sur l'analyse, mais je ne poursuis pas plus loin parce que je crois que le 42 là, franchement, le jour où le PS plante un peu LFI, lui faire avaler son chapeau en lui disant par contre vous allez pouvoir voter la censure sur la submersion, sachant que le Rassemblement national évidemment la votera pas. C'est pas grave. Je trouve que ils font vraiment avaler. Mélenchon, il se trouve lâché aujourd'hui et en plus ils lui disent mais regardez, on est bien de gauche et effectivement ils sont de gauche puisqu'ils n'ont pas voté le budget. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le Parti socialiste est dans l'opposition parce qu'il n'a pas voté le budget. Sous la 5e République, on vote le budget, on est dans la majorité, on s'abstient, on n'est pas dans la majorité, c'est clair. C'était comme ça avec le Canuet il y a bien longtemps. Donc il n'y a pas de question quand Jean-Luc Mélenchon dit ou Coquerel disent ils sont passés dans la majorité macroniste. Non, ça va être très difficile pour LFI de voter cette motion sur les valeurs, alors que les socialistes sont passés selon Bompard du côté mais donc ça veut dire que c'est formidable. Vous savez, c'est du judo et c'est aux échecs. Un petit peu. Alors là, pour le coup, c'est du judo, mais c'est pas très. Je suis pas d'accord. Mais on s'en fiche. Est-ce que les gens ont besoin d'être élégants entre eux? Est-ce que vous pensez que Mélenchon est élégant avec Olivier Faure, Marine Tondelier, qui l'insulte? C'est pas une raison. Non, mais il il faut jamais insulter l'avenir. Là, il fait quand même avaler le chapeau. Est-ce que ça veut dire, Françoise, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'échéance électorale, pouf, ça peut se remettre ensemble? Bien sûr, ça c'est la politique. Les intérêts politiques sont d'abord ceux du succès aux élections. Vous lirez dans le livre, vous verrez que c'est d'abord en politique, c'est d'abord la stratégie. Les sentiments, malheureusement, Françoise a raison, les sentiments passent après. Ils peuvent servir d'habillage à une stratégie politique, mais ils ne sont jamais moi, je me mets à la place de ceux qui votent aujourd'hui de stratégie systématique. Je me dis, plus personne ne comprend pas. Oui, mais alors là, vous voyez, le sondage Sud Radio, 84% sont pour donc la censure. Absolument. Mais ils sont certainement très éclairés puisque ce sont des auditeurs de Sud Radio. Ceci dit, ça n'est pas complètement partagé par les Français car les dernières études d'opinion montrent qu'il y a plus de 2 tiers des Français qui ne souhaitaient pas la censure et qui ne souhaitaient pas la chienlit comme aurait dit le général. Luc, pour le coup, il n'y a pas que les sentiments qui passent après la stratégie. Il y a l'intérêt de la France qui passe après tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est terrible. C'est tout à fait terrible. Oui, enfin, n'exagérez pas. La droite,
s'allie aussi. Non, fait mais des alliances contre faisons un petit. Vous verrez que sur les municipales, de toute façon, il n'y aura aucune alliance entre le PS et les Verts d'un côté et LFI de l'autre. Mais on note quand même que Françoise ne fait pas de sentiments politiques, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, c'est bien dommage parce que la démocratie repose d'abord sur une éthique qui est le sens du service du bien commun. Et c'est parce que justement, et c'est parce qu'on accepte de dire qu'il n'y a pas de sentiments politiques qu'on en est où on en est. Est-ce que ça empêche, excusez-moi, sur le budget, les socialistes ont gagné quoi? Il n'y a pas la suppression de 4000 postes. Il y a un milliard de plus. Parfaitement manœuvré. Non, mais je suis d'accord. Sur la morale des socialistes. François, ça ne correspond pas à votre personnalité de dire ça. Non, il parlait de la vôtre de mais morale. moi, je suis une héroïne, c'est pas pareil. D'ailleurs, j'ai jamais été élu, j'ai jamais voulu. Vous demandez-vous pourquoi? Je veux pas devenir comme eux. Peut-être parce que justement, vous n'avez pas soif de pouvoir, simplement de réflexion intellectuelle. Peut-être que vous pouvez garder vos illusions. Et c'est assez difficile de se faire. Je suis désolé, mais c'est assez difficile de se faire élire. Allez, merci. Merci à tous. Merci Philippe Bilger, merci beaucoup Luc Gras, politologue. Et je vous incite à lire et à acheter ce livre qui s'appelle La démocratie en péril. Merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Philippe David. Dans un instant, on parle citoyenneté avec Philippe David. Citoyenneté avec deux belles associations. On n'a plus le temps. Vous allez voir, c'est vraiment deux belles associations. C'est assistance et médiation par l'animal et les saisons de culture. Et nous, on se retrouve avec Philippe et toute la bande demain à partir de 17h. Merci beaucoup Quentin, notre réalisateur. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons